Bonjour, bienvenue donc, en cette première journée nationale d'incontinence urinaire de la femme organisée par l'Association marocaine d'urologie. Dans cette organisation, collaboration et participation, différentes associations amies nous ont accompagnés. En premier, l'Association française d'urologie, et je remercie son président Georges Fournier, et puis à ma droite, le secrétaire général, donc le docteur Xavier Gamé, que je remercie aussi, et qui a participé. Surtout, il a animé hier toute la journée un workshop sur la bronchodilatation et les troubles de la statistique médiane de la femme. On a aussi avec nous l'association algérienne d'urologie, que je remercie son président, le docteur Harouni Mohamed, l'association tunisienne d'urologie et son président, le docteur Rafet Kamel, et puis l'association mauritanienne avec son président, Cheikh Jdoud Cheikhani. Donc, je remercie aussi donc, dans cette organisation et qui ont donc avec un effort important le service d'urologie du CHU de Casablanca, son chef de service, le professeur Rachid Aboudayeb, le professeur Debba Alil et le professeur Daguir. Sans oublier donc notre érologue Soukrina Alani, qui a travaillé activement dans l'organisation de tout ce qui est matériel et la gestion des patients. Sans trop tarder, on va passer donc au premier thème, qui est l'aspect épidémiologique de l'incontinence urinaire donc de la femme au Maghreb. Mais avant, je vais donner la parole au docteur Xavier Gamé au nom de la FIM. Bonjour, merci beaucoup, merci à tous pour cette invitation. C'est toujours un très grand plaisir, à la fois sur le plan personnel et pour un représentant de la française d'urologie d'être là parmi vous. Et je trouve que c'est une très belle idée d'avoir fait cette journée sur l'incontinence. À titre personnel, je suis très sensible à la thématique et c'est vrai que je pense que c'est important de sensibiliser les gens et je dirais le grand public à ce problème, puisque en réalité ça reste encore très très tabou et qu'on a honte d'avoir des fuites, on a honte de porter des protections, et il faut expliquer qu'au-delà de la barrante, il faut surtout en parler parce qu'on a la possibilité de les traiter, de les corriger, de les aider, et ça je crois que c'est vraiment l'élément très très important. Voilà, en tout cas un grand merci pour l'invitation. La FLU est heureuse d'être là et d'être à vos côtés, et je crois qu'il faut aussi renforcer ces collaborations, il faut continuer à travailler ensemble pour le bien, pour le mieux de l'urologie de manière générale et également pour nos patients. Ça, je crois que c'est très important. Voilà, merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que le docteur Harouni est connecté avec nous? Docteur Harouni, le président algérien, est-ce qu'il est connecté avec nous? Non. Docteur Kamel, de la Tunisie. Docteur Cheikhani Jdoud. D'accord, on va passer, peut-être on les aura tout à l'heure, on va passer à la première présentation de Dr Richard. Bonjour, merci Monsieur le Président de l'Association marocaine d'urologie. Alors, j'aurai la tâche de vous parler un petit peu de l'état épidémiologique de l'incontinence urinaire chez la femme marocaine. Il faut dire qu'il y a 20-25 ans de cela, on n'avait pas beaucoup de données sur
épidémiologique sur l'incontinence urinaire dans notre pays. Et depuis maintenant 2 décennies, il y a eu pas mal de travaux qui ont été réalisés. C'est des études de prévalence, des enquêtes face à face avec des femmes, tout venant, tout âge. À part les premières publications ont commencé à partir de 2000. Et puis les choses se sont enchaînées petit à petit. Et dernière publication est sortie en 2020. De tous ces travaux, qu'est-ce qu'on retient? Bon, il y a eu des séries, plus ou moins étoffées, qui ont été réalisées dans différentes villes du Maroc, à Rabat, à Casablanca, à Marrakech, à Fès, à Oujda, et d'autres séries qui étaient moins étoffées. Globalement, la prévalence de l'incontinence urinaire chez la femme au Maroc est entre 14 et 33%. C'est une donnée qu'il faut retenir, dont il faut tenir compte, et cette donnée, elle rejoint un petit peu ce qui se passe globalement dans le monde. On n'est pas très loin, on n'est pas un petit peu moins, on n'est pas plus, mais ça rejoint ce qui se passe un petit peu partout ailleurs. Alors, quelles sont nos particularités? Le type d'incontinence, bon, le plus souvent, ce sont des femmes qui souffrent d'une incontinence urinaire à l'effort, à tout âge. Et plus souvent, ce sont des femmes qui sont ménopausées. Mais il faut dire qu'il y a à peu près entre 10 et 25% de femmes qui sont encore jeunes, moins de 30-35 ans, qui souffrent d'une incontinence urinaire à l'effort. Bon, en deuxième lieu vient l'incontinence urinaire par impériosité, qui n'est pas indéniable, et puis l'incontinence urinaire mixte qui existe. Alors il y a la série de nos amis de Oujda, notre ami M. Othmani, qui retrouve beaucoup plus d'incontinence urinaire mixte que d'incontinence urinaire à l'effort. Alors, du point de vue âge, on constate que ça survient, bon, ça peut toucher toutes les femmes à tout âge. Mais pratiquement 60% des femmes sont des femmes qui sont jeunes, entre 25 et 55 ans, et qui sont en pleine activité génitale. Mais une chose qu'il faut voir sur ce diagramme, c'est que 35% et même plus de femmes sont encore jeunes et qui souffrent d'une incontinence urinaire, quelle que soit sa forme. Alors, ça a été retrouvé aussi récemment par le travail de l'équipe de Oujda, et il y a toujours des femmes jeunes qui souffrent d'incontinence. Alors, cette incontinence est-elle gênante pour elles? La majorité des travaux disent oui. Alors, ici, il y a le travail de votre ami Hamid de Marrakech, qui avait réalisé une étude auprès des jeunes femmes de moins de 40 ans. Alors, elles ne sont pas tellement gênées par rapport aux autres études. Et on voit que l'étude qui a été faite par Miko en 2000 avait montré que pratiquement 87% des femmes étaient gênées par leur incontinence urinaire. La même chose, on la retrouve dans l'étude qui a été faite à Rabat en 2000. Les femmes sont gênées par cette incontinence urinaire. À telle enseigne qu'on leur a posé la question, est-ce que cette gêne avait un retentissement sur votre vie ou sur l'état psychologique? Alors psychologiquement, une majorité d'entre elles disent que ça n'a pas beaucoup de retentissement. Cependant, entre 6 à 10% d'elles souffrent soit d'une anxiété, soit d'une dépression. Alors devant cet état de fait, qu'est-ce qu'elles ont fait? Alors, très peu ont consulté. Moins de un quart d'entre elles ont consulté. Et qu'est-ce qu'elles font à la place? Bon, il y en a certaines qui diminuent leur débit de boisson, il y en a qui mettent des garnitures, il y en a qui ne font absolument rien du tout, il y en a qui se changent beaucoup. Mais on a pas mal d'entre elles qui disent qu'en quoi cette incontinence a eu un impact important sur leur vie sociale, mais aussi sur leur vie professionnelle, voire sur leur vie sexuelle. Alors, à la question, est-ce qu'elles vont pouvoir consulter? Elles disent oui, pratiquement la moitié. Et si elles consultent le plus souvent un médecin généraliste,
un petit peu moins un spécialiste, que ce soit un gynécologue ou un neurologue. Alors, celles qui ont consulté, ce sont le plus souvent c'est des femmes jeunes en pleine activité génitale, 60%. Et dans cette tranche de femmes jeunes, celles qui n'ont pas consulté, quand on leur pose la question, pratiquement 80% disent qu'en quoi elles sont prêtes à aller consulter et à aller faire des examens complémentaires. Voilà, j'ai essayé de vous relater un petit peu ce qui se passe dans notre pays à travers les différentes études qui ont été publiées à propos de ce sujet. Je vous remercie. Merci Sylvain. On va passer, je pense, Cheikh Ahmed en Mauritanie. Et nous étions. Pardon, très bien. Et donc nous avons on était peu nombreux comme neurologues. Et les continents surrénales, nous l'avons découvert, si vous voulez, lorsqu'on voulait faire la lutte contre les fistules vésico-vaginales. Et donc, pour faire le dépistage des fistules vésico-vaginales, on s'est rendu compte que les femmes qui étaient de part ne présentent pas une fistule, mais une incontinence surrénale. Et là, nous avons une expérience d'environ une quarantaine de cas qui ont été traités par ce que nous appelons la bandelette du porc. C'est-à-dire qu'on utilise des plaques de vergetures, on a fait une bandelette et on les fait passer à un TVT. Et nous n'avons pas encore des examens aérodynamiques. Et donc, ce qu'on utilise, ce qu'on voit essentiellement, ce sont des femmes jeunes. Et le plus souvent, c'est l'incontinence urinaire d'effort qui est la plus fréquente. Je n'ai pas des chiffres exacts, mais elle va représenter au moins 60 à 70. D'accord? Nous avons, c'est cette expérience que je voulais partager avec vous. Je vais vous envoyer les cas que nous avons opérés et la technique qu'on utilise. C'est vraiment une technique de débrouillage, mais elle donne de très bons résultats de toute façon. Les autres qui ont les moyens, les plus souvent, ils ne se soignent pas ici. Et comme nous sommes en sous-nombre, on est actuellement une dizaine d'urologues, mais bientôt, on sera... Oui? Est-ce que vous avez des diapos? Non, les diapos, je n'arrive pas à les faire passer. Je vais vous les faire passer plus tard. Je n'arrive pas à faire passer les diapos. Continuez. Non, donc, c'est juste pour vous montrer l'expérience que nous avons. Nous avons une expérience sur une quarantaine de cas qu'on utilise de faire l'utilise de bandelettes de pauvres. Et donc, c'est cette expérience que je voulais vous montrer. Et voilà. En matière de lutte, c'est vraiment très insuffisant. C'est tout. Donc, je vais vous faire passer les diapos et les films que nous avons réalisés. Est-ce que vous avez des diapos à partager, M. Nao? Non. Alors, M. Belkacem, allez-y. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez commencer. Oui, très bien. D'accord. Alors, merci de m'inviter pour parler de la prévalence de l'incontinence urinaire chez la femme en Algérie. Je veux savoir, est-ce que les diapos sont visibles? Regardez quoi. Elles sont visibles? Oui. Ok, très bien. Donc, en Algérie, l'incontinence urinaire chez la femme est sous-estimée. Elle n'est pas beaucoup évaluée. Pourquoi? Parce que les femmes n'osent pas en parler. Il s'agit d'un sujet tabou
et aussi un fatalisme. Un fatalisme dans le sens où les femmes pensent que c'est tout à fait normal, du fait de l'âge, du fait des grossesses et des accouchements, le fait qu'elles aient une incontinence, elles pensent que c'est normal et n'osent même pas consulter. Donc, il y a un grand problème, aussi bien de formation du corps médical en Algérie, que d'informer le grand public à travers des journées, justement, comme celle d'aujourd'hui, mais pour destiner au grand public, pour les sensibiliser, d'autant plus qu'il y a de nombreuses thérapeutiques qui peuvent aider à la prise en charge correcte de ces patientes-là. Donc, nous avons fait une étude localement pour essayer d'évaluer et de rechercher les principaux facteurs de risque de l'incontinence urinaire. C'est une étude observationnelle monocentrique qui s'est déroulée au niveau du CHU de Bab-el-Oued à Alger. Nous avons interrogé 634 femmes qui travaillent au sein de notre institution. On leur a fait un questionnaire, l'USP, avec le score d'incontinence à l'air fort, le score d'hyperactivité et rechercher aussi le score de dysurie, avec une question sur la qualité de vie. Toutes les femmes ont été incluses et puis les données ont été analysées par le logiciel EpiInfo. Alors, la principale information de cette étude, c'est que nous avons retrouvé une prévalence de presque 21% des femmes interrogées qui déclarent avoir une incontinence urinaire et 80% n'ont pas d'incontinence urinaire. Donc, c'est ça la première constatation. Presque 21% qui est la prévalence de l'incontinence chez les patients, chez les femmes interrogées. Maintenant, par rapport au type d'incontinence, on voit que la majorité, plus de 53% des femmes interrogées, présentent une incontinence urinaire à l'effort. 32% des femmes interrogées présentent une incontinence par hyperactivité vésicale. Et enfin, 14% présentent une incontinence urinaire mixte. Maintenant, par rapport à l'importance de cette incontinence, la majorité, 63%, c'est une incontinence qui est faible. Elle est quand même moyenne dans 30% des cas et elle est importante dans 7% des cas. La qualité de vie des personnes interrogées, elle est moyenne dans 75% des cas, elle est bonne dans 20% des cas, mais quand même, elle est médiocre dans 5% des cas. L'âge médian des femmes interrogées est de 41 ans. Ça pourrait expliquer l'importance de l'incontinence urinaire à l'effort, puisque c'est des femmes qui sont plus ou moins jeunes. Et on a remarqué que plus l'âge avance, plus le type d'incontinence change, c'est-à-dire plus les femmes interrogées sont âgées, et ça va vers l'hyperactivité vésicale. Et l'inverse est vrai, plus elle est jeune, plus il s'agit d'une incontinence urinaire à l'effort. Les professions, c'est surtout les secrétaires, les infirmières, les médecins, toutes ont été interrogées. La situation familiale des femmes interrogées, elles sont surtout mariées dans presque 60% des cas et célibataires dans 40% des cas. Nous avons essayé de rechercher parmi les facteurs de risque une activité sportive pouvant induire l'apparition de l'incontinence urinaire, c'est-à-dire toute activité sportive qui fait appel à une hyperpression abdominale, telle qu'une gymnastique ou bien du tennis, et on a retrouvé 15% des femmes qui présentaient une incontinence urinaire pratiquaient une activité sportive pouvant induire l'apparition de cette incontinence.
Un autre facteur de risque, c'est le poids. Et on a retrouvé un indice de masse corporelle médian de 27 qui correspond à un surpoids des patientes, des femmes interrogées. Le nombre de grossesses aussi, le nombre de grossesses médian est de 3 grossesses par femme interrogée qui présente une incontinence urinaire. Ce qui est à noter, ce qui est important à noter, c'est qu'on voit que 95% n'ont pas consulté et n'ont pas été traités. Seulement 5% des patientes interrogées ont consulté et ont reçu un traitement, que ce soit une rééducation ou bien un traitement médical. D'où l'intérêt, justement, d'autres études, notamment des études au niveau national. Et on voit à travers cette petite étude qu'il y a une nécessité de sensibiliser les femmes à consulter pour essayer d'améliorer la prise en charge. Maintenant, la question qui peut se poser, est-ce qu'il faut vraiment dépister une incontinence urinaire chez la femme? Faut-il leur poser la question pour toute femme qui consulte, même pour un autre motif urologique? Et je vous remercie. Merci, Dr. Bontassin. Est-ce que Dr. Sahi est avec nous? Oui, bonjour tout le monde. Allez-y, Mehdi. Alors, je fais partage de mon écran. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Alors, bonjour tout le monde et je m'excuse pour ce retard. Donc, avant de commencer, je remercie l'Association marocaine d'urologie et je souhaite un bon début pour cette journée d'incontinence urinaire de la femme. Donc, je vais essayer de partager avec vous ce qui se passe au sein de notre service d'urologie de Kérouan, en Tunisie, qui peut refléter un petit peu l'activité concernant l'incontinence urinaire en Tunisie. Alors, pour commencer, il faut dire que l'incontinence urinaire est un problème fréquent, mais qui est encore sous-estimé. La prévalence, vous m'entendez? Alors, la prévalence, elle varie entre 13 et 50%. Il faut dire que l'incontinence urinaire demeure un motif de consultation embarrassant et il est encore considéré comme un phénomène naturel lié à l'âge et aux accouchements dans le monde arabo-musulman. Alors, quelle est la situation en Tunisie? Au fait, il y a très peu d'études publiées. Les données sont insuffisantes et ceci peut être lié au manque d'utilisation des questionnaires valides, adaptés surtout aux groupes de patients âgés qui sont inalphabètes. Pour notre série, donc là, c'est une étude descriptive qui inclut tous les cas opérés pour incontinence urinaire des fœurs associés ou non à un prolapsus urogénital au sein du service d'urologie de Kérouan. Donc, l'étude, au fait, où les cas étaient opérés entre les années 2010 et 2020, et le nombre total est de 56 cas d'incontinence urinaire des fœurs. Alors, l'âge moyen de nos patientes était de 55 ans, avec des extrêmes allant de 36 à 86 ans. 39% des patientes sont âgées entre 40 et 60 ans. Concernant les antécédents gynéco-obstétricaux, 96% touchés par voie basse. Concernant la parité, 24% avaient plus que 4 enfants, donc ils ont accouché plus que 4. L'accouchement par manœuvre instrumentale était objectivé dans 9% des cas, avec un poids de naissance supérieur à 4 kg dans 14% des cas, et 37% des femmes étaient ménopausées. On a trouvé un diabète dans 12,5% des cas et un peu plus d'hypertension artérielle dans 21,4% des cas. Maintenant, concernant les caractéristiques de l'incontinence urinaire, alors, toutes les patientes opérées avaient une incontinence urinaire d'effort. Sur le chat, il n'y a pas de questions. Est-ce que dans la salle, il y a des questions?
Oui. Vas-y, docteur Fadeli. Tout d'abord, je voulais féliciter l'AMU pour l'organisation de la première journée, on peut qualifier, pour l'incontinence urinaire d'effort. Et un petit commentaire concernant, on remarque quand même à l'échelle maghrébine comme quoi il y a une tendance à une prévalence pour les jeunes femmes. Et on se demande pourquoi il y a cette prévalence. Et quand on fait une analyse des trois séries, c'est-à-dire aussi bien la tunisienne que l'algérienne et la marocaine, on considère comme, on peut faire une analyse un peu plus, aller dans le fond des choses, on remarque que sur le plan gynéco-obstétrical, on dirait comme si c'est des femmes qui se marient très jeunes, et que d'ailleurs la moyenne des enfants, c'est entre 3 pour l'Algérie, c'est 4 pour la Tunisie. Bon, la série marocaine n'a pas fait mention des antécédents gynéco-obstétricaux pour essayer de faire cette analyse un peu plus profonde de pourquoi on note que c'est le jeune âge, alors qu'on devait noter l'inverse. C'est ça ce que je voulais faire l'accent sur ce point. Et pour nos amis mauritaniens, je pense qu'ils vivent la même expérience que nous avons vécue dans les années 90-2000. C'était pour nous, incontinence urinaire est égale à fistule vésico-vaginale. Je pense qu'on a vécu cette histoire. Pour nous, cette pathologie était plus occultée même à l'échelle de c'est-à-dire sur le plan scientifique. C'était pour nous plutôt aller vers les grossesses compliquées, les fistules vésico-vaginales et ainsi de suite. C'est ça ce que je voulais faire comme... Alors, en réponse à votre remarque, M. Kadri, dans les études marocaines, on retrouve dans les résultats, il ressort que pratiquement 3/4 des femmes sont mariées et que ces femmes ont déjà donné naissance à des enfants. Mais précisément combien elles ont donné naissance, 2, 3, 4, 5, ce n'est pas précisé dans toutes les études. Alors, il y a eu l'étude de Dr Fatemi, qui avait un petit peu ressorti cette donnée, mais sa série n'est pas très importante. 300 et quelques patients, 300 et quelques femmes interrogées, et il avait noté une chose, c'est que une femme qui donnait naissance à 2 enfants avait plus de chances de ne pas faire d'incontinence. Mais au-delà de 2, le pourcentage de femmes qui faisaient une incontinence passait pratiquement de 12% à 55%. Donc c'est la seule étude qui a parlé de ça. Oui, merci de me laisser donner la parole. Moi, je trouve que, je trouvais toutes ces études très très intéressantes et en réalité, je pense qu'il y a effectivement un biais de recrutement, ce qui a été dit, hein, c'est-à-dire que je pense qu'en fait les femmes interrogées ou des femmes qui ont répondu en tout cas étaient principalement des femmes jeunes. Parce que lorsqu'on regarde effectivement d'abord la proportion, la prévalence, quand je vois que seulement 20% par exemple dans l'étude algérienne, ça me paraît très faible. Et je ferai après un parallèle à une autre étude qui avait été faite à Tours il y a près de 10 ans maintenant, qui trouvait un peu des chiffres comparables chez les femmes de moins de 30 ans. Et je pense que ça, c'est le point qui a à prendre en compte, parce qu'effectivement, je pense que si on évolue avec l'âge, c'est clairement, on voit que c'est plus de 50% des femmes vers 70 ans facilement. Donc ça, c'est le premier élément, et c'est également la raison pour laquelle il y a plus d'incontinence urinaire à l'effort, ça a été dit aussi, puisqu'on sait que l'incontinence urinaire mixte survient principalement à l'âge avançant, plus que chez la femme jeune. Donc ça, c'est le deuxième élément. Après, vraiment, ce que je pense qu'il faut vraiment retenir, et c'est un chiffre qu'il faudra peut-être que vous puissiez utiliser d'ailleurs dans les discussions avec peut-être les pouvoirs publics et puis également un grand public, c'est cette notion que seulement 5% des femmes incontinentes sont allées consulter et au parler de leur incontinence, vont chercher un traitement. Et je crois que ce chiffre, il faut vraiment le noter en rouge, en gros, en gras, en tous les sens, et vraiment le divulguer pour que voilà, dire que non, 5%, c'est inadmissible.
C'est inadmissible. Et aujourd'hui, on devrait avoir 95% des femmes qui vont se faire traiter et seulement 5% qui malheureusement peuvent échapper, même si l'idéal, ça serait 100% des femmes qui vont voir un docteur pour ça. Ben, je veux dire, voilà. Alors, sachant qu'aujourd'hui, effectivement, ça a été dit également, c'est qu'on a un panel de traitement qui est tellement large qu'on a la capacité de traiter quasiment toutes les femmes. Donc, je veux dire, il faut vraiment réussir à passer ce cap. Et ça, c'est un travail qu'il faut faire et qu'on doit faire partout, parce que je peux vous dire qu'en France, c'est pas, on a des chiffres qui sont peut-être un peu meilleurs, mais qui sont pas si meilleurs que ça. Et il y a encore beaucoup de fatalisme. C'est un terme qui a été également évoqué, de dire, eh ben voilà, c'est l'âge avançant et c'est parce que je vieillis que j'ai ces problèmes-là. Alors j'avais juste une question peut-être pour Monsieur Belkacem d'Algérie, qui nous a fait part de cette étude sur plus de 600 femmes à l'hôpital où il travaille, si j'ai bien compris. Et ma question était, comment vous définissiez l'incontinence? Parce que lorsqu'on voit 20% chez les femmes de moins de 40 ans, ça veut dire, est-ce que c'était, il y avait une notion d'importance d'incontinence, ou c'était le fait d'avoir eu quelques gouttes dans le mois qui précède? Et si je vous dis ça, c'est parce que dans l'étude dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été faite à Tours, sur pareil tout le personnel féminin de l'hôpital, eh bien, on disait qu'il y avait 20% des femmes de moins de 30 ans qui avaient une incontinence urinaire, mais la définition, c'était est-ce que vous avez eu des gouttes d'urine qui vous ont échappé dans le mois qui précède cet interrogatoire. Donc, c'est là aussi toute la différence, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vont avoir 3 gouttes en faisant le jogging une fois le samedi matin, et peut-être que là, on est obligé de les opérer, en tout cas, ça c'est clair, mais là, on peut peut-être les aider avec des choses simples, alors que à côté de ça, vous avez la femme très incontinente qui va se changer 5 fois par jour. Donc, quelle était la question? Donc, nous, le travail qui a été fait, c'était des internes qui sont partis. C'était dans le cadre d'un travail de mémoire d'internes. Elles ont interrogé toutes les femmes qui travaillaient à l'hôpital. Alors, la question était, est-ce que, au cours des mois qui ont précédé, vous avez eu des fuites urinaires? Est-ce qu'il y a eu des fuites urinaires à l'effort, au moment de toux, de rire, ou bien de fait de sauter? Est-ce qu'il y a des fuites? Ça, c'est par rapport au questionnaire incontinence urinaire d'effort, ou bien est-ce qu'il y a des fuites après une urgenturie? C'est d'abord c'est la fuite, est-ce qu'elle existe, et l'importance de la fuite. Est-ce que ça vous oblige à changer, de mettre des garnitures ou pas? Ensuite, combien de garnitures pour avoir une idée précise sur l'importance de la fuite? Donc la question était, est-ce que vous avez eu des fuites urinaires? Et si c'était des fuites qui surviennent après un effort ou bien après une urgence? C'est la question qui est posée. Juste 2 petits commentaires. Le premier concernant l'incontinence urinaire chez les femmes jeunes. Bon, il y a le travail de Zakaria Dhami à Marrakech, qui a compulsé quand même 300 et quelques jeunes femmes de moins de 40 ans, et il avait retrouvé une prévalence de 14%. Premier commentaire. Deuxième commentaire, c'est que concernant la prise de conscience de l'incontinence et de la nécessité de consulter et de se faire traiter. Alors, les 6 études que je vous ai montrées, que j'ai essayé de compiler, il faut dire qu'au départ, la première étude qui est sortie en 2000 par notre ami Mikou, il avait noté que 8% des femmes ont consulté pour leurs problèmes d'incontinence. Et la dernière étude de 2016 de nos amis de Oujda nous montre qu'en quoi 25% des femmes ont entrepris le fait d'aller consulter pour leur incontinence. Donc il y a une évolution dans la prise de conscience qu'en quoi ce n'est plus une fatalité, que la continence existe, qu'il y a des moyens de diagnostic et des moyens de traitement. Voilà, donc merci beaucoup. Donc merci donc à notre association donc d'avoir pensé donc à animer ce sujet très intéressant. Je remercie également Dr Mcharki pour cette initiative et bien sûr tous les membres de notre association. En fait, l'un des chiffres qui m'a attiré aussi l'attention, c'est le chiffre de notre ami et collègue algérien, où il parlait que l'incontinence urinaire, les femmes en général, elles consultent le médecin généraliste en premier lieu. Donc plus de 50% des femmes, ça se voit chez le médecin généraliste. Ensuite, le 1 tiers après, c'est chez les gynécologues.
Et malheureusement, l'urologue, il vient en troisième lieu, à peu près de 20%. C'est-à-dire que nous, autant que connaisseurs de cette pathologie-là, on va en troisième lieu. Donc, je pense que parmi les stratégies qu'on peut développer, donc bien sûr, afin d'informer les gens qu'on peut traiter cette pathologie, c'est de éventuellement, bien sûr, insister sur le grand public, mais aussi devant les médecins généralistes, les sensibiliser que cette pathologie-là, on peut la traiter et qu'on peut la gérer, parce qu'en fin de compte, le problème, je pense qu'au Maroc et aussi dans les pays du Maghreb, que les femmes, en général, ils sont timides. Et ce problème d'incontinence, c'est un problème tabou. Et ce problème, c'est que ces femmes, ils vont consulter chez le médecin généraliste femme et chez le gynécologue femme. Donc ça, c'est un problème. Donc, et c'est pour cette raison que le nombre de femmes qui consultent, c'est pas très important. Du coup, parce qu'ils doivent trouver des femmes. Je sais pas, en Europe, peut-être qu'on a plus d'urologues femmes et que les femmes, je pense, peut-être qu'ils n'ont pas cette tendance, ils peuvent consulter chez un homme ou chez une femme. Mais chez nous, au Maghreb, on a ce problème-là. Et du coup, que l'urologue, le plus souvent, c'est des urologues hommes, on voit de moins en moins de patients pour traiter cette pathologie-là. Donc, je sais pas, donc ça, c'est une réflexion sur ce sujet-là. Et du coup, on a un souci donc, afin de traiter ces patients. Voilà. Je vous remercie. Donc, merci pour les différents orateurs sur la qualité de leur présentation. Au fait, j'aimerais juste faire une petite remarque sur ce qui a été dit. En fait, d'abord sur le plan de fréquence. L'incontinence urinaire, c'est une pathologie qui est beaucoup plus fréquente que l'HTA, qui est beaucoup plus fréquente que le diabète. Si je me rappelle des chiffres, l'HTA, ça fait environ 13% de la population, le diabète 9 ou 8%, et l'hyperactivité physicale, c'est aux alentours de 30%. Il y a en France, par exemple, je pense que la dernière revue de la Cochrane, ça fait les 17% de la population générale en France. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus fréquent que des pathologies qu'on entend parler chaque jour aux médias, chaque jour chez les différents intervenants de la santé. Or, on n'entend pas parler de l'hyperactivité physicale. On n'entend pas parler des fuites urinaires. On ne voit pas des affiches partout pour dire que c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui n'est pas tabou, c'est quelque chose qui doit mériter d'être consulté et d'être traité, parce qu'il y a des traitements. Donc moi, je pense que les différents intervenants de la santé publique au Maroc et partout dans le monde d'ailleurs doivent faire plus d'efforts pour dire à la population, dire aux citoyens que l'incontinence urinaire, que ce soit une incontinence urinaire d'effort, que ce soit une hyperactivité physicale, c'est quelque chose dont on dispose actuellement en 2021 de multiples traitements et qui méritent d'être vus et suivis. Donc, le deuxième point, c'est que je ne suis pas vraiment très d'accord avec notre collègue de la Tunisie, Dr Sahbi, c'est que cette pathologie est plus fréquente dans le monde arabo-musulman. Du fait, entre parenthèses, que les femmes arabes et musulmanes vont consulter chez des femmes ou bien ils trouvent que c'est tabou. Moi, si je reviens un petit peu à la littérature, dans les deux grandes études épidémiologiques de l'hyperactivité physicale, par exemple, on retrouve qu'environ 40%, donc il y a deux études, si je me rappelle, c'était l'étude anglaise et l'étude américaine, on retrouve qu'environ 40% des femmes n'ont pas consulté pour leur activité, pour leur incontinence urinaire parce qu'ils trouvent que c'est tabou. Et ça, c'est dans des pays, entre parenthèses, qu'on pense que c'est open-minded et tout ça. Donc, c'est quelque chose, c'est une culture. En fait, consulter pour un problème du périnée, c'est une culture. C'est pas parce qu'on est dans un monde arabo-musulman que on a plus certainement, il y a une partie culturelle, une partie religieuse du refus de la consultation, mais ça reste quand même minoritaire. Mais la chose la plus importante, c'est ce qui a été dit tout à l'heure par mes collègues, c'est que on a beaucoup de patientes qui vont consulter chez des médecins généralistes. Et c'est ça le plus grand, moi je pense que le plus grand chantier
qu'on doit faire, et surtout là, j'en parle à chaque fois avec mes collègues, et j'invite aussi l'Association marocaine d'urologie à en penser sérieusement, c'est qu'il faut promouvoir la formation des médecins généralistes et la formation continue des médecins généralistes dans la prise en charge de l'hyperactivité vésicale. Moi, je me rappelle très bien que quand on a fait les cours à la faculté, on a étudié 2 fois plus sur les fistules vésico-vaginales, alors que moi, en tant qu'urologue, j'ai jamais vu de fistule vésico-vaginale. Alors que pour l'incontinence urinaire, c'était quelque chose vraiment de bref. Donc, promouvoir la formation des médecins généralistes, c'est aussi un des chantiers auxquels il faut réellement penser. Et merci. Merci beaucoup, Dr Marabté. C'est des choses qui ont été discutées, surtout avec Dr Debar, donc au cours de la préparation de ces journées avec le comité d'organisation, et c'est en cours. Et on a tenu compte de ça. Alors, on va clôturer cette première session et je vais appeler Dr Sinouni, Husseini, Kaderi et puis Jindouzi à modérer la session suivante. Et il va y avoir donc c'est Dr Xavier Gamier qui va parler de la physiopathologie de l'incontinence urinaire de la femme. Il y a un petit changement. C'est que le docteur Hermieux, il va passer dans cette session pour la prise en charge des échecs des premiers traitements chirurgicaux de l'incontinence urinaire et qui donc, il va parler au nom de la CIFUD. Comme vous le savez, donc, docteur Hermieux, donc c'est le secrétaire de la Société internationale francophone d'aérodynamique. Je vous laisse la place. Alors, d'abord, je voudrais rapidement remercier l'AMU pour cette très belle initiative. Et nous allons donner tout de suite la parole au docteur Xavier Gamet, qui va nous parler de la physiopathologie de l'incontinence urinaire de la femme. Bien, rebonjour à tous, en tout cas à ceux qui viennent de nous rejoindre. Et encore un grand merci au comité d'organisation de m'avoir invité à parler aujourd'hui. Et donc je vous propose de parler du moins on m'a proposé, on m'a donné l'opportunité de vous parler de la physiopathologie de l'incontinence urinaire de la femme. Alors est-ce qu'on pourrait projeter les diapositives s'il vous plaît? On va donc parler de la physiopathologie de l'incontinence urinaire de la femme. Et donc très rapidement, et très simplement, en réalité, lorsqu'on parle d'incontinence, ça veut dire qu'il y a une inversion du gradient de pression, puisque vous avez sur votre gauche la situation qui nous permet la continence pendant la phase de remplissage vésical, à savoir que normalement la pression vésicale doit rester tout le temps inférieure à la pression urétrale et au système résistif pour éviter que apparaissent des fuites. Voilà, donc on revient donc sur classiquement donc pendant la phase de continence, la pression vésicale reste toujours inférieure à la pression urétrale pour éviter que l'urine s'échappe. Et qu'est-ce qui se passe au moment de l'incontinence urinaire? Eh bien, c'est l'inverse. Donc il y a la pression vésicale qui devient supérieure à la pression urétrale. Et on comprend très facilement qu'il y a 2 mécanismes qui peuvent entraîner cela, à savoir soit une augmentation de la pression vésicale, soit une diminution de la pression urétrale. C'est la raison pour laquelle on va s'amuser à définir en fait 2 types d'incontinence urinaire. L'incontinence urinaire qu'on va dire d'origine vésicale, qui correspond justement à cette augmentation de la pression au niveau vésical. C'est ce qu'on va appeler cliniquement l'incontinence urinaire par urgenturie. Et de l'autre côté, l'incontinence urinaire d'origine urétrale, qui est l'incontinence urinaire à l'effort, avec 2 mécanismes que l'on va détailler après. Donc la défaillance du support urétral, c'est ce qui va entraîner l'hypermobilité urétrale, et puis la défaillance du mécanisme sphinctérien intrinsèque qui va entraîner l'incompétence sphinctérienne ou l'insuffisance sphinctérienne. Alors, on a déjà dit, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a 3 types d'incontinence, avec bien sûr l'incontinence urinaire mixte qui associe les 2. Alors, on va parler tout d'abord dans un premier temps de la physiopathologie de l'incontinence urinaire par urgenturie, et ensuite on parlera de celle de l'incontinence urinaire à l'effort. Alors, l'incontinence urinaire par urgenturie, donc ça survient bien sûr dans le cadre de l'hyperactivité vésicale, puisqu'il y a une urgenturie associée à une incontinence urinaire. Donc l'hyperactivité vésicale, on l'a déjà évoqué, donc c'est le maître symptôme de l'urgenturie associé classiquement avec une pollakiurie ou une nicturie, et puis avec une incontinence urinaire par urgenturie qui survient en fait que dans 30% des cas d'une hyperactivité vésicale. Et l'élément important,
et c'est pour ça que j'ai mis cette diapositive, c'est que c'est en l'absence d'autres pathologies locales, organiques évidentes, ou d'une infection urinaire, de tumeurs, d'infections de calcul, tout simplement pour dire qu'en fait, dans la physiopathologie, on va éliminer tout ça et on va s'intéresser vraiment aux anomalies qui vont entraîner des dysfonctionnements propres de la vessie, en dehors de toute autre pathologie. Alors, vous avez ici l'historique, je dirais, de la physiopathologie de la continence urinaire par urgenturie. Pendant très longtemps, on a pensé que c'était une pathologie purement musculaire, une pathologie du muscle détrusor, du muscle vésical. Et en fait, progressivement, avec les connaissances de la science, avec les nouveaux moyens d'études, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres causes possibles, une origine neurologique, une origine urothéliale et sous-urothéliale, et enfin une origine infectieuse, et c'est tout ce que je vais vous décrire aujourd'hui. Alors, l'origine musculaire, c'est donc la première qu'on a évoquée, principalement au départ sur des biopsies vésicales ou sur des modèles animaux, ou sur des cultures ou des bains en fait de muscles qu'on a pu stimuler, donc des bains d'organes ou des bains de tissus. Et donc on s'est aperçu que chez les patients qui avaient une hyperactivité du vésical avec fuite, eh bien il y avait des zones de dénervation sporadique et une infiltration de l'élastine et du collagène, donc des modifications au niveau de la structure du muscle, qui avait également en parallèle des modifications du couplage électrique par plusieurs mécanismes, avec des modifications des communications intercellulaires. Et vous avez ici la notion de connexine sur ce schéma-là. Les connexines, c'est en fait les structures qui permettent à deux cellules musculaires de communiquer entre elles. Et on s'est aperçu que chez les patients qui avaient une hyperactivité du détrusor avec fuite ou hyperactivité vésicale avec fuite, eh bien, il y avait des modifications dans l'expression de ces différents connexines. On a également une augmentation du nombre de l'activité des cellules interstitielles. Les cellules interstitielles, c'est les cellules qui se trouvent entre les fibres musculaires ou entre le chorion enfin au niveau du chorion, entre l'urothélium et le muscle, et qui vont en fait permettre une communication entre les deux. Lorsqu'il y a des modifications au niveau de ces cellules, eh bien ça peut entraîner une hyperactivité vésicale. Les connexines calocalciques et les calopotassiques, on les a déjà évoqués. Et en fait, tout ça va avoir pour effet une augmentation de l'activité contractile spontanée du muscle détrusor, avec des décharges irrégulières de contractions phasiques et une fusion tétanique des contractions, donc vraiment une contraction comme un spasme, comme une tétanie musculaire striée qui peut entraîner des fuites. Donc ça, c'était le mécanisme musculaire tel qu'on le connaît depuis maintenant assez longtemps, puisqu'on peut voir que même les études de revue sur le principe, sur ce mécanisme-là, datent déjà j'allais dire du siècle dernier, puisqu'il date de 1997. Alors, si on avance, maintenant on va s'intéresser à l'urothélium, et en fait ça c'est vraiment ce qu'on a découvert dans le début des années 2000, où on s'est rendu compte que l'urothélium n'était pas une barrière inerte, mais vraiment une barrière active, capable de sécréter des neuromédiateurs à son propre chef, avec également des modifications d'expression de récepteurs à ces différents neuromédiateurs. Alors je ne vais pas m'amuser à tout vous décrire. Vous voyez qu'il y a énormément de neuromédiateurs, les TRPV qui sont sensibles donc ce sont les vanilloïdes au niveau des fibres C, le NGF, nervous factor, la substance P, les P2X3 pour l'ATP, les récepteurs anticholinergiques, etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se rend compte en fait chez les patients qui ont une hyperactivité vésicale avec fuite, ou sans fuite d'ailleurs, hyperactivité vésicale de manière générale, on a une augmentation de l'expression de ces différents neuromédiateurs et ces différents récepteurs. Donc ça voudrait dire qu'il peut y avoir une origine urothéliale et qu'en fait, probablement qu'aujourd'hui, en 2021, eh bien, on considère que l'hyperactivité vésicale est plus une pathologie de l'urothélium plus qu'une autre pathologie d'autre chose. Voilà. Et donc, bien sûr, tout ça communique entre eux. Alors ensuite, il y a également l'origine neurologique avec des modifications au niveau de l'activité cérébrale chez les patients qui ont une hyperactivité vésicale, avec des zones donc, pour lesquelles il va y avoir une augmentation de l'activité, c'est le cas du cortex parieto-occipital, de l'insula gauche, ou à l'inverse, des modifications vers une inhibition de certaines activités cérébrales avec le cortex pariétal, le cortex orbitofrontal médian. Et donc tout ça pour dire qu'il y a probablement des modifications cérébrales qui peuvent favoriser ça. La vraie question en vrai, à laquelle on n'a pas répondu aujourd'hui, c'est de savoir si, c'est la cause ou la conséquence. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'on a des problèmes au niveau de la vessie
qu'on va avoir des modifications d'expression et de fonctionnement du cerveau au niveau encéphalique, ou est-ce que c'est l'inverse? Aujourd'hui, on ne sait pas bien, on ne sait pas répondre à ça. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait également des modifications au niveau des neuromédiateurs au niveau cérébral, avec une augmentation d'un certain nombre de médiateurs stimulants, c'est le cas par exemple du glutamate ou de la dopamine, et puis à l'inverse, une diminution de certains médiateurs qui, eux, sont plus inhibiteurs sur l'activité cérébrale, comme le GABA, la sérotonine ou la glycine. Donc, probablement en origine cérébrale. Et enfin, la GAIA, c'est le New Kids in the Block, c'est-à-dire le nouveau venu, qui est le microbiome, qui pourrait d'ailleurs également avoir une action sur le retentissement et au niveau de l'urothélium, avec, on a vu maintenant que chez les femmes qui avaient une incontinence urinaire par urgenturie, et en fonction de la sévérité, une modification en fait du microbiome urinaire, et que probablement cette modification qui pourrait induire l'hyperactivité vésicale avec fuite, ce qui voudrait dire que au-delà de des traitements qu'on a aujourd'hui dans l'hyperactivité vésicale avec fuite, eh bien on pourrait tout à fait imaginer de modifier le microbiome de ces patients, et que de ce fait-là, ça pourrait améliorer les choses. Alors là encore, hein, c'est toujours pareil, c'est des choses qui sont nouvelles, et toujours la question de la poule et de l'œuf, hein, c'est-à-dire est-ce que c'est parce qu'il y a une incontinence urinaire qui a une modification du microbiome, ou est-ce que c'est une modification du microbiome qui a entraîné l'incontinence urinaire? C'est tout le débat d'aujourd'hui. Donc voilà, pour résumer, la physiopathologie de l'hyperactivité vésicale avec fuite, avec des situations qui favorisent cela, le vieillissement, l'ischémie, la ménopause, le syndrome métabolique et les dysfonctionnements abdominopelviens. On a déjà largement parlé tout à l'heure de le vieillissement et la ménopause qu'on retrouve ici. Mais simplement pour vous dire qu'en fait, probablement que dans cette incontinence urinaire par urgenturie, du fait de physiopathologies différentes, on a probablement différentes maladies qu'on demain on traitera probablement différemment. Ça va être tout le sujet de définir des phénotypes dans cette incontinence urinaire par urgenturie. Alors, après avoir parlé de l'incontinence urinaire par urgenturie, on va parler de l'incontinence urinaire à l'effort et de sa physiopathologie. Alors, c'est toujours le schéma d'augmentation de la pression intra-abdominale qui va entraîner cette incontinence. Pourquoi chez la femme à votre gauche, il n'y a pas de fuite, et pourquoi chez la femme à droite, il va y avoir des fuites? Alors c'est vrai que déjà quand on regarde ce schéma, on voit qu'il y a un bâillement du col et des premiers tiers de l'urètre chez la femme de droite, et on va tout de suite penser que c'est un problème d'hypermobilité avec un problème effectivement de défaut de soutien. Et c'est ce qu'on pourrait imaginer, en tout cas, c'est ce qu'on utilise beaucoup en clinique aujourd'hui, et c'est ce qui est en premier lieu dans la recherche de la cause et de l'explication chez la patiente qu'on va avoir. Alors en fait, tous ces éléments-là, vous voyez, il y a une grande liste qui va jouer un rôle, tous ces éléments-là qui vont jouer un rôle sur la survenue du maintien de la continence d'un côté, ou s'il y a dysfonctionnement qui vont entraîner une incontinence urinaire. Alors rassurez-vous, je ne vais pas détailler tout ça, parce que sinon demain on y est encore, mais j'ai essayé de faire la synthèse de tout cela pour vous donner des clés. Alors, évidemment, l'urètre, tout d'abord, il faut regarder pour l'élément anatomique, et l'urètre, il y a un élément de soutien, de support, et on va parler tout de suite après du fameux hamac de Lancet, hein, mais donc il y a cet élément de support, de soutien, d'une part, et d'autre également des éléments de suspension de l'urètre, même si c'est discuté par certains auteurs. En tout cas, chirurgicalement, on les voit très bien, et on voit également que certaines femmes incontinentes, et ils sont abîmés. Il y a également les ligaments pubo-urétraux qui jouent un rôle certainement très important également en termes de rôle de suspension, et qui jouent probablement un rôle également dans les mécanismes de la continence. Donc des éléments anatomiques, et donc ce qu'on conduit à cette théorie de Lancet, avec son fameux hamac, qui est là pour soutenir l'urètre au moment de l'effort, et qui nous dit que si jamais on a un défaut de ce hamac, c'est ce qui va entraîner une fuite à l'effort. Et j'aime bien ce schéma-là que je vous montre ici, que j'explique à mes patientes en consultation ou aux étudiants. C'est, vous mettez un tuyau d'arrosage sur du sable, vous ouvrez le robinet, vous marchez dessus, le tuyau d'arrosage va s'enfoncer dans le sable, ça va continuer de couler. Donc la fuite. À l'inverse, vous le mettez sur du goudron, c'est une planche de bois, c'est dur, vous marchez dessus, ça va l'écraser, ça va se fermer, il n'y aura pas de fuite. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe après selon la théorie de Lancet avec cette histoire d'hypermobilité et de hamac. Donc voilà, je crois que c'est un schéma qu'il faut vraiment bien garder à l'esprit, parce qu'il explique tout en réalité,
pour ce mécanisme-là. Vous allez voir que c'est pas si simple que ça serait trop beau, mais en tout cas, clairement, c'est un des éléments qui est à prendre en compte et qui survient et qui explique et qui est la cause d'une incontinence urinaire. Donc l'hypermobilité de l'urètre, c'est oui, bien sûr, on vient de le voir, je vous l'ai dit, mais pas seulement, parce que si on regarde, et on va regarder la partie basse de ces diapositives, c'est que la mobilité de l'urètre à l'effort, eh bien, chez les femmes qui ont accouché incontinentes, elle est clairement supérieure par rapport aux femmes nullipares, mais il y a des femmes qui ont accouché qui sont incontinentes et qui ont une mobilité urétrale qui est exactement la même que les femmes qui ont accouché et qui sont continentes. Donc tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on a une hypermobilité urétrale qu'on a forcément une incontinence urinaire. Et si on examine toutes les femmes qui vont avoir, qu'on va voir en consultation, on va en voir plein qui ont une hypermobilité urétrale, mais en réalité qui n'auront jamais d'incontinence urinaire à l'effort. Ce qui veut dire que l'hypermobilité, oui, mais que ce n'est pas la seule cause et qu'il y a d'autres mécanismes sous-jacents qui sont associés. Alors les autres mécanismes, évidemment, ça peut être l'insuffisance sphinctérienne. Bon, alors là, c'est très facile parce que lorsqu'on regarde cette photo à droite, l'urètre est fixe. Donc là, on n'a pas de notion d'hypermobilité urétrale. Mais on peut tout à fait avoir une hypermobilité urétrale avec une insuffisance sphinctérienne associée. Et voilà. Alors, quelles sont les différentes composantes qui vont entraîner ce tonus urétral? Parce qu'en fait, l'insuffisance sphinctérienne, c'est en réalité une diminution du tonus urétral, donc des résistances urétrales d'origine musculaire, par une contraction permanente isotonique de l'urètre, et qui vont en permettre donc de freiner l'écoulement de l'urine. Et en fait, on a tous ces éléments-là qui vont entrer en compte, la muqueuse, la musculature lisse, la musculature striée et les vaisseaux périurétraux. Donc, s'il y a une anomalie à ce niveau-là, eh bien, quelle que soit l'anomalie, sur les 4 ou sur uniquement une partie, eh bien, on peut avoir un problème d'incontinence urinaire, et ce qui va entraîner l'insuffisance sphinctérienne. Donc, vous voyez, en fait, en réalité, on a un continuum chez ces patients. On a certes l'urètre fixé, c'est ce qu'on a en bas, et ça va mener plutôt l'insuffisance sphinctérienne pure, et à l'inverse, on a plus un continuum entre l'hypermobilité urétrale et l'insuffisance sphinctérienne, avec des femmes qui vont avoir plus d'hypermobilité urétrale dans la cause de leur incontinence, versus celles qui auront plus d'insuffisance sphinctérienne qui vont être en cause malgré l'hypermobilité urétrale. Et on en parlera tout à l'heure avec la discussion qu'on aura sur la prise en charge de ces femmes incontinentes. Mais ça, c'est important de comprendre en fait que c'est souvent un ensemble plus que quelque chose uniquement précis. Alors, l'autre élément, c'est que tout ce que je vous ai montré, globalement, est quelque chose de passif. C'est-à-dire que on a fait un effort, il y a l'atout, et à ce moment-là, eh bien, il va se jouer l'hypermobilité urétrale, le rôle du hamac, et en parallèle, le tonus. Mais en réalité, ça ne se passe pas que comme ça. C'est-à-dire qu'il y a également des éléments actifs qui vont arriver, qui vont jouer dans les mécanismes de retenue et de fuite. Et les éléments actifs, c'est notamment l'augmentation de la pression urétrale au moment de l'effort. Alors, cette augmentation de pression urétrale, il y a effectivement la fameuse théorie de transmission des pressions, hein, c'est ce qu'on a parlé, la théorie d'Enorning, sauf que la théorie d'Enorning, elle disait que la transmission des pressions, elle se faisait au niveau du premier tiers de l'urètre. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est probablement pas ce premier tiers de l'urètre qui était l'élément le plus important, même s'il joue probablement un rôle. Donc ça, c'est le phénomène passif. On tousse, transmission de pression, la pression va entraîner une augmentation donc, de pression appuyée sur l'urètre. S'il y a un renfort suffisant, pas de fuite. Mais il y a également un élément actif, et ça je crois que c'est quand même quelque chose de très important, et on en parlera là encore en termes de thérapie, parce que ça joue un rôle dans la thérapie. C'est un phénomène actif, c'est-à-dire qu'il existe un réflexe de verrouillage du périnée à l'effort. C'est-à-dire que lorsqu'on sent qu'on va éternuer, spontanément, naturellement, on va serrer les fesses, on va serrer le sphincter. Eh bien, chez les femmes incontinentes, elles peuvent perdre ce mécanisme actif qui va entraîner à ce moment-là les fuites parce qu'elles n'auront pas serré les fesses, augmenté le tonus au moment de l'augmentation de la pression urétrale. Donc il y a un phénomène actif et passif, et il y a un certain nombre d'études qui l'ont montré. Si on anesthésie les nerfs plus d'un dos, on voit qu'on a une diminution de 50% de l'augmentation des pressions urétrales lors de l'effort de tout, et donc de ce fait-là, on va entraîner des fuites. Voilà, c'est un exemple, les curares c'est pareil, etc. Donc simplement pour dire que c'est un phénomène passif que j'ai décrit au départ, et aussi un phénomène actif qui intervient aujourd'hui. Donc en réalité, l'occlusion de l'urètre au moment de l'effort, eh bien, il fait intervenir un certain nombre d'éléments, des composantes musculaires, qui est donc notamment les éléments volontaires réflexes que je viens de décrire, mais également des éléments plus passifs, qui sont surtout la composante neuromusculaire, non musculaire, avec les transmissions passives des pressions. La compliance urétrale, c'est un élément dont je vais parler après, et les structures de soutien qu'on a vues tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on oublie la théorie des enceintes monométriques d'Enorning,
Mais il y a clairement la notion d'écrasement du col vésical, ça va avec et du premier tiers de l'urètre, première moitié de l'urètre même, et c'est la théorie du hamac, et puis la contraction sphinctérienne et réflexe. Et tout ça va conduire à la théorie intégrale qui aujourd'hui qui fait foi, et notamment qui a été développée par Petros et Housten. Alors, pour finir rapidement, le trouble de la compliance urétrale, ça c'est quelque chose qu'il faut quand même bien connaître, et c'est ce qu'on voit chez certaines patientes, en particulier les patientes qui ont eu la radiothérapie par exemple. Et normalement, on voit que si on veut que l'urètre vienne s'écraser contre le hamac, il faut qu'il soit souple, cet urètre. S'il est rigide comme un tuyau de poêle, comme on peut le voir, ou un tuyau comme on peut le voir à droite de l'écran, à ce moment-là, eh bien, au moment d'un effort, ça ne va pas s'écraser puisqu'il n'est pas souple et ça va pouvoir s'écouler en permanence. Et ça, c'est une autre situation qui est un peu particulière, mais qu'il faut connaître et c'est une des causes physiopathologiques dans la physiopathologie de l'incontinence urinaire. Voilà, je ne sais plus pourquoi j'ai mis... Ah si, et enfin, je voulais juste parler rapidement de l'incontinence urinaire mixte sur deux diapositives, simplement pour dire qu'il y a certaines situations qu'on voit en clinique, les patientes qui ont une béance du col, c'est souvent ce qu'on voit chez la femme jeune, l'inverse, chez la femme âgée, et c'est pour ça qu'elles ont souvent une incontinence urinaire mixte. C'est qu'en fait, la science sphinctérienne est telle qu'il va y avoir une béance du col vésical, et dès qu'il y a de l'urine qui va s'écouler dans la première tiers de l'urètre, non seulement ça va entraîner des fuites à l'effort, mais également ça va entraîner une urgenturie par une boucle réflexe qui va entraîner l'incontinence urinaire mixte. Voilà. Et c'est expliqué en tout cas en particulier par l'efficacité de la mise en place de bandelettes sous-urétrales dans 50% des patients qui ont une incontinence urinaire mixte. Voilà, c'est ma dernière diapositive, c'est la conclusion. Donc voici résumé les mécanismes physiopathologiques impliqués dans l'incontinence urinaire à l'effort de la femme. Je n'ai pas repris l'hyperactivité vésicale puisqu'on l'a conclu un peu en préalable sur ce sujet-là. Simplement, vous voyez qu'au-delà de la théorie simplice ou simplex du hamac ou du tonus, eh bien, vont arriver également la possibilité de lésions tissulaires, de l'urètre, des fascias et ligaments, parois vaginales, les muscles sphinctériens, les muscles pelvipériaux, l'innervation qui va jouer un rôle dans l'adaptation à l'effort, le mécanisme actif, la vascularisation dans la tonicité, et également toutes les anomalies fonctionnelles qui peuvent en résulter avec la mauvaise adaptation de la réponse musculaire à l'effort, ça je crois que c'est un élément très important, et le défaut de cinétique d'activation et la fatigabilité également de la réponse musculaire, j'en ai pas parlé, mais c'est probablement ce qui arrive chez les femmes qui vont vous dire qu'elles ont plus de fuites en fin de journée qu'en début de journée. Voilà, merci pour votre attention, et si vous avez des questions. Alors, merci, docteur Xavier Gamay, pour cet exposé qui en fait nous donne de l'espoir, parce que si les causes sont complexes, eh bien, on a l'espoir que les solutions aussi pourront être trouvées par différents points d'attaque. Alors, je veux savoir s'il y a des questions. Professeur Khalili. Bon, je voulais remercier Gamay pour cette excellente physiopathologie de l'incontinence urinaire en général et mettre l'accent sur les deux pôles de cette incontinence, aussi bien à l'effort que par urgenturie. Tout en mettant l'accent sur les différentes physiopathologies et surtout les déséquilibres entre le parasympathique et le sympathique. Et vous avez bien souligné le fait qu'il y a cette théorie de poule et d'œuf, c'est-à-dire qu'elle est l'origine de cette... tout en occultant une autre composante que beaucoup c'est-à-dire dans notre contexte, on a toujours sous-estimé cette composante, c'est la psychogène. La psychogène, et on a toujours parlé que c'est une maladie d'organes, et on a occulté plusieurs chapitres, entre autres l'urgenturie psycho-émotionnelle, l'urgenturie psycho-sensorielle, sociale, et ainsi de suite, comportementale, et ça c'est un autre chapitre qu'il faut quand même mettre à l'esprit, parce que le traitement en découle c'est-à-dire il faut cataloguer ces malades avant de les traiter. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, il faut cadrer cette maladie dans son contexte pelvi-abdominal. Autrement dit, toutes les pathologies anorectales, gynécologiques, pour essayer de donner un traitement global et ne pas les occulter. Parce qu'on a affaire à un équilibre des trois compartiments
il faut en tenir compte et cette physiopathologie doit les analyser dans sa globalité. Ça, parce que quand on parle à l'effort, on parle des éléments de soutien, on parle des éléments c'est-à-dire de soutien, c'est les ligaments, tout ce qui est ligamentaire, de cohésion, tout ce qui est aponevrose pelvien et ses branchements, et puis l'autre composante, c'est-à-dire le support qui est le muscle. Donc il faut toujours analyser cette pathologie dans sa globalité avant de décider d'une thérapeutique ou l'autre, sans omettre, et ça c'est notre problème qu'on met toujours, ce côté psychogène, et on parle de cette vessie, que la vessie elle a une personnalité, que la vessie c'est l'expression de l'état d'âme de la patiente. Non, je suis tout à fait d'accord avec vos remarques, et ça c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que on sait qu'effectivement, il y a, alors c'est surtout l'incontinence par argenturule, l'hyperactivité vésicale, qui a des causes d'hyperactivité vésicale d'origine sensorielle, sensitive et psycho-émotionnelle. Ce que vous dites, ça semble la clé dans la serrure et tout ça, ou l'angoisse, etc., le stress, qui peut favoriser l'incontinence par argenturée. Et c'est un peu vraiment ce qu'on a vu avec l'imagerie fonctionnelle. Alors aujourd'hui, c'est en train d'être étudié, c'est en train d'être débrouillé, tout ça. Mais probablement qu'il y a certains parallèles entre les modifications qu'on voit au niveau encéphalique sur l'imagerie fonctionnelle chez les patients de hyperactivité vésicale avec des femmes qui ont du stress, etc. Donc probablement qu'il y a un lien et que c'est certainement avec l'imagerie fonctionnelle qu'on va pouvoir le voir. Voilà, et je suis tout à fait d'accord avec vous que ça a des conséquences directes sur la thérapie, et c'est pour ça que là, tout à l'heure, à la fin, ma dernière diapo sur l'hyperactivité vésicale, je me disais qu'il y avait plusieurs phénotypes en fait dans l'hyperactivité vésicale, et que probablement qu'il faut justement essayer de mieux comprendre le mécanisme sous-jacent pour adapter le traitement, puisqu'effectivement le traitement va être totalement différent. C'est pas avec un anticholinergique ou un bêta-3 qu'on va améliorer quelqu'un qui a un stress et qui a un problème de psychocomportemental. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, l'autre élément concernant les pathologies pelviennes, vous avez raison. Le sujet, c'est qu'en fait, j'en ai pas parlé ici parce que c'était pas, à mon sens, en tout cas, l'objet de la communication, mais c'est plus j'allais dire la vie en commun de l'ensemble des compartiments, l'ensemble des éléments du pelvis, avec notamment les problématiques d'innervation croisée, etc., où on sait qu'une pathologie d'un côté peut tout à fait entraîner un dysfonctionnement de l'autre côté. Au-delà de l'anatomie d'ailleurs, mais uniquement par des mécanismes d'inflammation et de communication croisée. Et effectivement, il ne faut pas oublier de poser la question systématiquement chez une femme qui vient pour une incontinence, de savoir si elle n'a pas des troubles sexuels, si elle n'a pas des troubles recto-anaux, parce que souvent, en traitant les problèmes recto-anaux, on va traiter le problème d'incontinence. Donc tout à fait d'accord. Merci, Dr Gamé, pour cette excellente présentation. En fait, j'ai deux petites réflexions. Est-ce qu'actuellement, les gens, je ne sais pas ce que c'est toujours de la recherche pour le traitement de l'hyperactivité vésicale, donc comme ce qu'on fait en digestif, donc quand on parle de cette microbiote ou urobiote, est-ce qu'il y a des... Je ne sais pas, est-ce que sur le plan pratique, on utilise ce traitement donc pour éventuellement des patients un petit peu bloqués avec le traitement médical, ils n'arrivent pas à répondre sur tout ce qu'on accompagne pris et qu'on peut utiliser cette urobiote pour traiter ces patients parce qu'on le voit ici dans la physiopathologie. La deuxième chose concernant l'incontinence urinaire par incontinence sphinctérienne, donc la place du traitement médical, notamment les affaires stimulantes, donc sur le plan pratique, est-ce qu'il y a une place de cette thérapeutique-là? Alors, concernant le microbiote, aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas d'études sur les modifications thérapeutiques du microbiote dans l'hyperactivité vésicale. Autant il y en a dans les infections urinaires, ça existe, mais on essaie de régénérer et de recréer un microbiote, je dirais normal entre guillemets, ça existe, mais dans l'hyperactivité vésicale, pas à ma connaissance. Par contre, ce qui a été fait, c'est de voir la réponse au traitement en fonction du microbiote. Ça a été fait notamment avec la solifénacine, et on s'est aperçu qu'en fonction du type de microbiote sous-jacent, eh bien certaines patientes allaient répondre au traitement par la solifénacine et pas d'autres. Donc là, clairement, il y a un lien. Enfin, en tout cas, une étude l'a montré. Mais par contre, le fait de modifier le microbiome aujourd'hui, dans le cas de l'hyperactivité vésicale, dans son traitement, j'ai pas de notion à ce niveau-là. Voilà. Et la deuxième question, c'était
traitement médicamenteux. Ah oui, un traitement médicamenteux de la science sphinctérienne. Alors, malheureusement, aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure, mais on n'a pas de traitement qui soit, en tout cas, qui est l'AMM dans le traitement de la science sphinctérienne. Les alpha plus sont pas utilisés en pratique courante. Aujourd'hui, en plus, il y a la grosse problématique des problèmes tensionnels, les problèmes d'instauration en milieu hospitalier, du suivi, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas du tout prescrit. De toute façon, il y a pas, enfin, en tout cas, en Europe, il n'y a pas d'AMM pour ça. Alors, je veux savoir, est-ce qu'il y a des questions au niveau de l'assistance si vous permettez, on voudrait donner la parole à ceux qui ne sont pas en présentiel, et après on donnera la parole. Il y a des questions? Sim Sharkhi, est-ce qu'il y a des questions au niveau du chat? Ah, pardon. Problème de son, le son est mauvais. D'accord. Il n'y a pas de questions. D'accord, alors, allez-y. Alors, il y a toujours donc la remarque qui a été dite tout à l'heure, toujours par rapport à la formation de médecins généralistes, de l'incontinence urinaire et de le sensibiliser. Donc, il y a trois questions dans ce sens. Ce qui ressort de la discussion. Juste si vous pouvez pour répondre à cette question à M. Mcharkhi, c'est à l'enseignement de faire ça. Hein, il faut que nous peut-être que dans nos cours, nous devrions toujours nous rappeler que nous nous adressons en premier lieu à des futurs généralistes. Hein, et c'est plus intéressant de leur parler de choses qui peuvent paraître un peu simples comme ça, plutôt que de partir dans des pathologies qui finalement nous intéressent nous beaucoup plus en tant qu'urologues, mais qui peut-être ont moins de portée pour les médecins que nous formons. Donc, merci, docteur Xavier, pour votre présentation. En fait, j'ai une question sur le plan physiopathologique. En fait, la multiparité et les accouchements par voie basse, entre autres, restent un facteur de risque de l'incontinence urinaire d'effort. Alors, mis à part les traumatismes obstétricaux, moi j'aimerais savoir, parce qu'en fait j'ai eu une question d'une des patientes qu'on a suivi sa maman pour une incontinence urinaire d'effort et chez qui on a évoqué que c'était la multiparité qui était un des facteurs de risque. Maintenant il m'a posé la question, est-ce que les accouchements par voie haute, est-ce que la césarienne peut diminuer ce risque-là d'incontinence urinaire d'effort? Est-ce que c'est le passage du fœtus par la charrière vaginale qui est en cause de cette incontinence, ou bien c'est la grossesse avec, entre parenthèses, les étirements musculaires, l'ischémie chronique qui est en cause? Donc voilà, c'est une patiente qui est venue poser cette question pour savoir est-ce qu'elle va choisir la voie basse ou bien pas la voie haute? Voilà, la réponse, elle est très claire. Il n'y a aucune preuve selon laquelle le fait de faire une césarienne va prévenir une incontinence urinaire à l'effort. Voilà. Donc la réponse, c'est non. C'est-à-dire pas de césarienne pour prévenir le risque d'incontinence urinaire. Ça, c'est très clair. Et voilà. Alors après, le mécanisme de survie d'une incontinence urinaire chez une femme qui a accouché, il est multiple, mais il n'y a pas que le passage par voie vaginale du fœtus, du bébé, qui va entraîner l'incontinence. Il y a aussi tout ce qui s'est passé, il y a le travail qui intervient également, il y a eu le poids de l'enfant, il y a les modifications hormonales, il y a éventuellement l'étirement neurologique, et puis éventuellement musculaire, enfin il y a tous ces éléments-là. Donc voilà, clairement, c'est pas que l'accouchement qui va entraîner ça. C'est sûr que si au moment de l'accouchement, il y a un traumatisme avec une déchirure musculaire, etc., effectivement, ça va majorer les risques. Mais c'est pas pour autant d'abord qu'elles vont être incontinentes, parce qu'après une bonne réparation, elles peuvent être tout à fait guéries, et pas avoir de problème. Et d'autre part, voilà, en tout cas, le message, il est très clair. Pas de césarienne préventive, ça c'est très très clair. Est-ce que le fait que la femme elle accouche par césarienne, ça peut pas être un facteur protecteur pour le prolapsus? Bon. Non, là encore, ça n'a jamais été montré. Ça n'a pas été montré, et puis voilà. Peut-être que ce qui est démontré, c'est la génétique. Parce qu'il paraît, il y a des familles à histoire d'incontinence, parce que...
Ça a été démontré, ça. Oui, alors ça c'est différent. C'est différent, alors là, mais c'est différent. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui a été montré, c'est qu'il y a des femmes qui ont des familles qui ont des modifications du collagène entre le type 1 et le type 2, et que de ce fait-là, effectivement, il va y avoir plus de risques d'incontinence dans certaines familles qui ont un type de collagène par rapport à d'autres. Donc c'est ce qui explique effectivement qu'il peut y avoir un peu d'hérédité dans l'incontinence. Tout à fait, ça c'est vrai. Oui. Mais au-delà, je veux dire, on parlait prolapsus, ou même la continence, il y a la constipation par exemple est un facteur de risque bien supérieur à celui d'avoir accouché. Je veux dire, il ne faut pas se limiter à l'accouchement. Par exemple, la constipation, qui est un traitement, un dysfonctionnement qui est facile à traiter, eh bien, a quand même est beaucoup plus souvent mise en cause et beaucoup plus responsable de la prolapsus ou de l'incontinence qu'un accouchement pour voie basse. Il ne faut pas véhiculer ce message aussi, que les femmes portent prévention. Non, mais ça c'est très clair. Hein. La césarienne n'a jamais prévenu quoi que ce soit à ce niveau-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions? Non, ben alors peut-être qu'on passe à la suite du programme. Je crois qu'il a été un petit peu modifié. Et maintenant, ça va être le docteur Jean-François Hermieux qui est connecté, je crois, et qui va nous parler de la prise en charge des échecs du premier traitement chirurgical de l'incontinence urinaire. Vous pouvez me confirmer que vous entendez bien? Nous confirmons qu'on entend très bien. Parfait. Ben, je voulais remercier le comité d'organisation de cette journée de m'avoir fait participer. J'ai enfin réussi à me connecter, donc on va pouvoir démarrer tranquillement. Donc le sujet qu'on m'a demandé… François. Oui. Bonjour. Merci beaucoup de ton aide et de ta participation et donc d'être avec nous dans cette journée d'incontinence urinaire. Et je sais très bien que c'est un sujet qui était très, très, très cher. Et merci beaucoup encore une fois. Alors c'est clair que j'aurais mieux aimé être parmi vous, mais les conditions sanitaires ne l'ont pas permis. Donc le sujet que vous m'avez demandé de traiter, eh bien, c'est la prise en charge des échecs des traitements chirurgicaux de première ligne de l'incontinence urinaire. Alors pour commencer, je voulais reprendre en fait les recommandations de l'EAU, et sur ces recommandations de l'EAU, il y a 3 E importants. La première chose, c'est que souvent, il est préférable que ces récidives soient pris en charge dans des centres experts. Le deuxième, c'est que le traitement chirurgical va pouvoir être décidé après une évaluation extrêmement correcte. Et le troisième élément, eh bien, c'est que la chirurgie de la reprise est souvent moins efficace que la chirurgie de première main. Alors, je suis désolé, mais j'ai un problème de diapo, donc je vais être obligé de m'arrêter une seconde parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je vais vous demander une seconde parce que je me suis trompé de fichier. Pardon pour ce petit problème. Donc, la première des choses à faire dans cette situation, c'est d'éviter les échecs, parce que si on peut éviter l'échec, ce n'est pas plus mal. Et pour cela, la première étape, et quand on fait de la chirurgie de première main, c'est d'essayer de faire le meilleur choix de bandettes sous-urétrales. Et si vous savez que la voie rétropubienne et la voie transobturatrice sont absolument équivalents dans la population générale, ce n'est pas le cas lorsque il y a des situations particulières. Par exemple, vous savez parfaitement qu'en cas d'insuffisance sphinctérienne, ça les méta-analyses l'ont bien montré, la voie rétropubienne est supérieure. Et c'est la même chose en termes de taux de réintervention. Dans cette situation, effectivement, eh bien, il faut savoir que si vous avez une insuffisance sphinctérienne, que vous choisissez un TVT par rapport à un TOT, vous avez une chance sur 6 de devoir réopérer cette patiente si c'est un TOT, alors que c'est une chance sur 16 s'il s'agit d'un TVT. Donc, avantage très net au TVT dans cette situation.
Alors, la deuxième chose à faire, c'est que vous avez vendu cette bandelette sous-urétrale à votre patiente en disant que c'était révolutionnaire, merveilleux, que les chances de succès étaient extrêmement élevées. Et la première étape va être de gérer la déception que la patiente va avoir finalement de n'être pas guérie de son incontinence, en sachant cependant que ce dont elle va se plaindre n'est pas forcément la fuite d'effort, mais que ça peut être aussi, on en reparlera tout à l'heure, le fait qu'elle a plus de fuite à l'effort, mais qu'elle a des urgenturies qui sont extrêmement gênantes. J'en reviens donc à ma diapositive de tout à l'heure. 3 éléments, centre expert pour ces récidives, une évaluation correcte avec prendre une décision, et puis souvent une efficacité réduite de la réintervention. Alors, la première étape à faire, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a une incontinence urinaire, en sachant que la récidive, elle peut se faire soit sous la forme d'une incontinence d'effort, soit sous la forme d'une incontinence par urgenturie. Pour l'incontinence d'effort, quels peuvent être les mécanismes? La bandelette n'a pas été efficace parce que on n'a pas suffisamment tendu, par exemple, parce que l'urètre n'était pas mobile, parce qu'il y avait une insuffisance sphinctérienne, on en a déjà parlé, et l'importance dans cette situation de signaler cette difficulté à la patiente. Alors, la première des choses à faire, c'est de faire une évaluation correcte de ces patientes. Cette évaluation, elle est clinique. Alors, vous savez que le calendrier mictionnel et que les questionnaires peuvent être extrêmement utiles dans cette évaluation, qu'il faut vérifier l'absence d'érosion vaginale, l'absence de fistule, c'est tout à fait possible, et remettre en place une bandelette sous-urétrale à une patiente qui a en réalité une fistule urétro- ou vésico-vaginale, c'est sûrement pas un bon choix. Faire pousser la patiente, voir s'il n'y a pas une petite cystocèle qui peut être responsable d'une incontinence masquée, voir s'il y a des fuites à la toux, est-ce qu'elles sont présentes, est-ce qu'elles ne le sont pas, et le point très important, c'est d'apprécier la mobilité urétrale en faisant essentiellement une manœuvre de soutènement d'urètre au niveau de l'urètre moyen. Il est très important aussi de rechercher des prolapsus dans cette situation avant de prendre une décision. Après, on va avoir recours à un certain nombre d'examens complémentaires. Le premier, c'est le bilan urodynamique avec trois intérêts. Le premier, c'est d'évaluer la vidange de la vessie. Est-ce que, depuis qu'on a mis la bandelette sous-urétrale, est apparue une dysurie? Est-ce qu'il y a un résidu? On peut compléter cette débimétrie par une évaluation de la phase mictionnelle pour voir s'il y a une modification de la contractilité. On peut voir également s'il y a l'apparition d'une hyperactivité détrusorienne. On peut faire également un profil urétral pour avoir une idée de la pression de clôture, en se souvenant néanmoins que ce n'est pas parce qu'on a une pression de clôture haute qu'on a forcément un sphincter efficace. Deuxième chose très importante, c'est la cystoscopie ou la fibroscopie urétro-vésicale est indispensable avant toute réintervention, surtout s'il y a des signes irritatifs, qu'on suspecte une érosion urétrale, une érosion vésicale, si on suspecte également une fistule. Et puis dans les examens complémentaires, on peut parfois s'aider d'une échographie introïtale qui, lorsqu'elle est faite par des praticiens spécialisés, est très intéressante pour apprécier la tension de la bandelette, pas toujours facile, et surtout pour apprécier la localisation de la bandelette, parce que toutes les bandelettes ne sont pas forcément au niveau du tiers moyen. Parfois, elles ont glissé en arrière ou parfois, elles sont au contraire très distales. On peut aussi parfois s'aider d'une cystographie dynamique. Encore une fois, attention, n'oubliez pas que la récidive de l'incontinence n'est pas forcément liée à un échec de la bandelette, mais peut être liée aussi à une fistule urétro-vaginale. Alors, devant ces incontinences récidivées, quelle attitude à faire? Donc, je voulais partager avec vous cette enquête de la Yuga qui avait été faite auprès d'un certain nombre de praticiens spécialisés en pelvipérinéologie. Pour voir le bilan qui était demandé en général, eh bien, vous voyez que les éléments clés, c'était surtout l'exploration urodynamique et que cette exploration urodynamique était très importante pour orienter le management ultérieur de ces patientes. Vous voyez également que dans cette enquête, eh bien, la plupart des praticiens interrogés recommandaient que ces prises en charge se fassent en service spécialisé, qui n'était pas toujours suivi par tous, puisque vous voyez, seulement 8% des membres suivaient cette recommandation. Dans les traitements proposés, vous voyez qu'en première ligne venait la bandelette rétropubienne. Alors, que dit la littérature une fois qu'on a fait le bilan?
eh bien, s'il persiste une mobilité urétrale, la bandelette sous-urétrale itérative est un choix. Alors, il y a une littérature qui est assez importante dans cela, avec parfois du TVT, parfois du TOT. Vous remarquerez néanmoins que si, sur une bandelette de première main, on a des taux de succès qui sont de l'ordre de 90-95%, dans ces réinterventions, on est en général à 10 ou 15% de moins. Et puis, ce travail un peu ancien, mais que j'aime bien, de Stave, qui confirme cette donnée et qui vous confirme aussi que dans la situation d'incontinence récidivée après bandelette sous-urétrale, avec persistance d'une mobilité urétrale, la voie rétropubienne donne des meilleurs résultats que la voie transobturatrice. Et ceci est retrouvé dans ce papier que j'avais eu le plaisir d'écrire il y a quelques années, qui montrait effectivement que c'était moins bien, mais qu'on arrivait néanmoins à traiter entre 7 et 8 patientes sur 10 avec succès avec une deuxième bandelette. Alors, il y a une autre attitude qui est proposée par quelques collègues, c'est la remise en tension de la bandelette. Alors, c'est pas, on pourra en parler si vous voulez dans les discussions, hein, il y a un certain nombre d'études sur ces données qui donnent des résultats qui sont parfois intéressants, mais il faut savoir que cette mise en tension n'est pas toujours aisée. Elle doit se faire parfois en coupant la bandelette, parfois sans la couper, en faisant un petit faux filage avec du fil de prolène pour retendre la bandelette. Attention, il faut toujours couper très court ces fils de prolène au risque d'avoir une gêne pour la patiente. Un autre choix peut être également de revenir à des techniques plus anciennes, comme le soutènement aponévrotique du col de la vessie. Vous voyez, ça c'est un papier pour une intervention qui commence à revenir un petit peu à la mode dans cette situation, avec des patientes qui sont complètement guéries pour 4 sur 10, qui sont guéries mais qui conservent une urgenturie pour 3 sur 10. Et vous voyez que ça, vous le savez, ces techniques sont très disuriantes. Il y a près d'une patiente sur 10 qui va avoir une difficulté à uriner, voire une rétention pendant 2 semaines. Il y a un autre choix que l'on peut proposer, eh bien, c'est la bandelette ajustable Rimex. C'est une petite bandelette, vous voyez, c'est la partie droite, sur laquelle il y a un petit tenseur qui permet, vous voyez, de tendre plus ou moins cette bandelette, qui peut donner des résultats intéressants dans cette situation. Les séries sont moins importantes, mais un certain nombre d'auteurs s'intéressent à cette bandelette pour des urètres qui sont moins mobiles que ceux pour lesquels on pourra envisager une bandelette sous-urétrale. Et puis, bien sûr, si l'urètre est fixé, alors il faut envisager le traitement spécifique de l'insuffisance sphinctérienne, c'est-à-dire les agents comblants, c'est-à-dire les ballonnets périurétraux et c'est-à-dire le sphincter artificiel. Une petite série qui avait comparé bandelette sous-urétrale et agents comblants, vous voyez, et ça ne vous étonnera pas, que les échecs avec les agents comblants sont bien plus fréquents. Il y a un risque d'échec qui est 3 fois plus qu'avec une bandelette sous-urétrale, surtout bien sûr dans la situation d'insuffisance sphinctérienne. Donc ça peut être des choses qui sont des appoints, mais qui ne sont jamais que des appoints. Et puis, évidemment, en dernière intention, c'est le sphincter artificiel qui est implanté maintenant de manière routinière chez la femme, qui peut être fait maintenant en chirurgie robotique, avec des suivis de plus de 10 ans, des taux de succès qui sont extrêmement intéressants. J'attire votre attention sur ce papier de Pierre Costa, un peu ancien mais très intéressant, qui dit que, en fait, dans les facteurs d'échec du sphincter, eh bien, le nombre de bandelettes sous-urétrales qui ont été mises en place préalablement est absolument déterminant. Si vous avez plus de 2 bandelettes qui ont été mises en place, eh bien, vous voyez que vous avez plus de risques d'échec dans cette situation. Il y a une deuxième cause d'échec de la bandelette sous-urétrale, c'est l'incontinence par urgenturie. Et vous voyez que ces incontinences par urgenturie sont extrêmement fréquentes en réalité. Et si vous prenez ce papier très ancien de Nilsson, qui était un des premiers utilisateurs suédois de ces bandelettes et qui a été le premier à donner des séries avec un recul important, vous voyez, 17 ans, vous voyez que ces patientes gardent une continence à l'effort, mais qu'un certain nombre sont mécontentes en raison d'urgenturies qui apparaissent avec le temps. On pourra en discuter si vous voulez.
Alors, quelles sont les causes de ces urgenturies? L'infection urinaire, l'obstruction. N'oubliez pas l'érosion vésicale ou urétrale et n'oubliez pas également que parfois on ne trouve rien. Alors on peut évoquer quelques causes comme le funneling urétral. Vous savez, c'est l'arrivée de quelques gouttes d'urine dans l'urètre proximal qui va déclencher une contraction du muscle vésical. Et donc ça peut être effectivement une des explications. L'autre peut être une dénervation partielle du muscle vésical. L'autre, ça peut être aussi un mauvais positionnement de la bandelette, soit trop proximal, soit trop distal. Alors, si vous prenez les méta-analyses, vous voyez que ces urgenturies, c'est quelque chose qui existe avec des taux qui vont jusqu'à 15% à partir de 5 ans. Est-ce que la voie rétropubienne ou la voie transobturatrice sont plus responsables? La littérature est assez discordante sur ce point. Certains considèrent que c'est la même chose pour ces deux voies d'abord. L'autre considère que ces urgenturies post-opératoires sont plus fréquentes avec la voie rétropubienne. Est-ce qu'on peut prédire ces survenues de cette hyperactivité vésicale? Eh bien, oui. Les éléments déterminants, c'est surtout une hyperactivité détrusorienne préexistante, l'utilisation d'anticholinergiques, l'âge élevé. Dans ces situations, vous avez plus de risques d'avoir une incontinence urinaire par urgenturie en post-opératoire. Alors, que faire? Refaire un bilan urodynamique, refaire une cystoscopie, refaire une imagerie en recherchant les mêmes choses que tout à l'heure, en insistant bien sûr sur érosion urétrale et érosion vésicale, avant de prendre en charge ces patientes. Alors, s'il y a un obstacle, là, l'élément à faire, c'est de traiter cet obstacle en priorité sous la forme d'une section ou d'une résection sous-urétrale de la bandelette qui permet, comme vous le voyez, d'améliorer l'hyperactivité vésicale, mais pas toujours, avec des taux de récidive d'incontinence de l'ordre de 20%. Et donc, ce papier un peu plus récent montrait qu'effectivement, eh bien, ce n'est pas parce qu'on coupe la bandelette que les urgenturies vont disparaître vraiment. Et dans cette série, il y avait 2 facteurs de risque qui avaient été identifiés dans la persistance d'incontinence par urgenturie. C'était le tabac et la prise préalable d'anticholinergiques. Si par contre, il n'y a pas d'obstacle, eh bien, vous allez avoir recours au traitement anticholinergique, au bêta-3 agoniste, à la rééducation, à la neurostimulation tibiale postérieure et en cas d'échec, aborder la toxine botulique ou la neuromodulation. Est-ce qu'il y a des particularités de ces traitements chez les patientes qui ont une bandelette sous-urétrale? Alors, par exemple, la solifénacine, vous voyez qu'à comparer une hyperactivité vésicale chez une patiente qui a une bandelette sous-urétrale et une qui n'en a pas, eh bien, vous voyez que la patiente qui a une bandelette sous-urétrale a des résultats moins bons de la solifénacine que celle qui a une hyperactivité idiopathique. Sur la neuromodulation sacrée, il y a très peu de choses, que cette petite série, vous voyez, où 2 patientes sur 3 seulement sont répondeuses. Les facteurs de non-réponse sont l'âge et le délai qui intervient entre la chirurgie de l'incontinence et le test de neuromodulation sacrée. Et concernant la toxine botulique, eh bien, vous voyez que la toxine botulique, elle est efficace aussi dans cette situation, mais que le taux de rétention post-opératoire est loin d'être négligeable. On va avancer parce que je ne voulais pas dépasser trop mon temps de parole. Donc, voici un arbre de décision que je vous propose pour la conduite à tenir devant une incontinence urinaire récidivée. Définir si elle est d'effort par urgenturie, si elle est mixte, quel est l'élément prédominant, faire un bilan clinique avec donc un examen bien conduit, une urodynamique, une fibroscopie rétrovésicale. Sur la partie effort, bonne vidange vésicale, manœuvre de soutènement d'urètre positive, eh bien c'est la bandelette sous-urétrale qui va être proposée. Bonne vidange vésicale, manœuvre sous-urétrale négative, là vous pourrez avoir recours aux agents comblants, aux ballonnets, aux bandelettes ajustables, éventuellement au sphincter artificiel. Et s'il y a une mauvaise vidange vésicale, avant d'envisager un autre traitement, il faudra bien sûr faire en sorte que la vidange vésicale s'améliore. Et de l'autre côté, dans les incontinences par urgenturie, eh bien, soit vous avez une cause identifiée, vous allez la traiter, soit vous n'en avez pas et vous allez faire les traitements de première intention dont je vous ai parlé, puis de deuxième intention, toxine botulique ou neuromodulation sacrée, si vous êtes dans une situation réfractaire. Pour terminer, eh bien, vous invitez à Perpignan à la CIFUD à l'automne. Normalement, vous savez que le congrès de la CIFUD est au mois de juin, mais pour les raisons sanitaires, il est décalé. C'est très agréable Perpignan à l'automne. Et donc, on vous a concocté un joli programme. On sera heureux de vous y accueillir.
Et puis également un travail qui va bientôt sortir de toutes nos sociétés savantes en partenariat avec la Haute Autorité de Santé sur la prise en charge des complications de la chirurgie avec prothèse de l'incontinence urinaire d'effort et du prolapsus génital. Ça va sortir au début de l'année prochaine et je pense que vous y trouverez des choses tout à fait passionnantes pour prendre en charge ces patientes compliquées. Je vous remercie. Merci à vous. Alors, y a-t-il des interventions, des questions, des précisions au niveau de la salle ou au niveau de... Alors là, docteur Gamay. Merci Jean-François pour cette très belle présentation. Alors tu vois, moi j'ai pu voyager jusqu'au Maroc, mais voilà, ça c'était pour la boutade. Mais simplement, voilà, deux choses. La première, j'ai noté que tu t'intéressais à la phase missionnaire de la cystomanométrie. Et j'en suis réjoui parce que pour moi, c'est effectivement la partie la plus intéressante. D'ailleurs, en pré et après mise en place d'une bandelette en cas d'échec, je crois qu'il faut insister là-dessus. Alors, j'ai juste deux questions en réalité sur ta présentation. La première, c'est l'intérêt de la pression de clôture après bandelette, parce que tu t'as dit que tu l'as évoqué, tu as dit qu'on regardait la profilométrie, mais est-ce que ça sert à quelque chose en réalité? Est-ce que ça va conditionner les thérapies que tu vas proposer à la patiente? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est concernant la remise en tension de la bandelette. Alors moi, j'avoue que j'y crois pas beaucoup, mais dans quel délai tu la proposes? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut la faire rapidement ou est-ce qu'on peut la faire tardivement, sachant qu'il y a quand même beaucoup de fibrose et que lorsqu'on dissèque une bandelette, on voit qu'elle est quand même bien fixée à l'ensemble des tissus. Merci pour ces deux questions passionnantes. Alors, concernant l'intérêt de la pression de clôture, j'ai parlé de la pression de clôture, mais vous avez vu qu'il n'apparaît pas dans mon organigramme. Ce qui apparaît dans l'organigramme, c'est la mobilité sous-urétrale. S'il y a une mobilité, eh bien, vous allez pouvoir mettre une bandelette sous-urétrale. S'il n'y en a pas et que vous le faites, vous aurez un échec à tout coup. Maintenant, je crois que c'est également intéressant de différencier, si vous voulez, des patientes qui ont une pression de clôture à 20 de celles qui ont une pression de clôture à 40, parce que certes, vous allez dans les deux cas probablement choisir une voie rétropubienne, et dans l'information que vous allez apporter aux patientes, si effectivement vous avez des critères péjoratifs, vous aurez tendance à lui dire que vous allez faire ça, mais il y a quand même un risque d'échec qui n'est pas nul. Alors, la deuxième question concerne la remise en tension. Alors, la remise en tension est quelque chose qui revient un petit peu à la mode. Quand on va dans les congrès, on a cet élément qui est à nouveau discuté. Je dois dire ne pas le pratiquer de manière quotidienne. Je ne sais pas quelle est ton expérience, Xavier. Je préfère remettre une bandelette sous-urétrale sans être obligé de tout redisséquer plutôt que de faire cette dissection dans la fibrose. C'est quelque chose qui est pas mal poussé en ce moment par le milieu gynécologique. Je ne sais pas très bien pourquoi. Il y a Emmanuel Delorme aussi qui était assez partisan de cette… Emmanuel Delorme, vous savez, c'est le papa du TOT, de cette attitude. J'aurais tendance quand même à vous proposer plutôt de remettre en place une bandelette sous-urétrale plutôt que de la retendre. Ça peut être fait assez tardivement. Attention néanmoins, en faisant votre dissection, de ne pas faire une plaie de l'urètre. Et puis, comme je vous l'ai dit, elle doit être retendue avec du fil de prolène. Le fil de prolène, c'est du monofilament très piquant. Il faut vraiment couper des fils très courts, sinon vous risquez d'avoir une érosion ou une gêne au niveau de la paroi vaginale antérieure qui peut être source de dyspareunie. Je voulais féliciter Jean-François Hermieux pour cette excellente communication et ça témoigne de l'engagement vis-à-vis de cette pathologie. On a toujours le plaisir de vous entendre. Et je vais compliquer encore la mission pour le bilan pré-opératoire avant de décider de quoi faire devant cette récidive. Il faut insister sur le but qui est un bilan urodynamique qu'il faut le pousser. Et la plupart des communications et des publications font état
de la présence, quand il y a une présence d'une hyperactivité des trésoriennes, ça augmente le taux d'échec de cette pathologie. Potentiellement, dans le même ordre d'idée c'est-à-dire des facteurs d'échec de cette chirurgie pour informer la patiente et c'est-à-dire de l'avenir et que faire si jamais il y a eu d'autres complications qui surgissent au cours du chemin. Merci. Alors, je crois que oui, je réponds à... Il y avait une question, je n'ai pas compris. Oui, c'est ça. C'est-à-dire l'apport du but dans l'indication c'est-à-dire avant de décider, et particulièrement la présence de l'hyperactivité du trésorienne, qui est un facteur d'échec dans toutes les publications. Je crois qu'il faut toujours se méfier beaucoup, de ces patientes qui ont une incontinence urinaire mixte, parce que autant vous allez pouvoir garantir le succès sur la composante d'effort, sur la composante urgente, vous aurez un résultat qui est beaucoup plus incertain. L'incontinence par urgenturie peut disparaître, elle peut être inchangée, mais pour une patiente sur 10, elle peut être aggravée. Et ce n'est pas Gilles Carsanti qui va me dire le contraire. Ces incontinences urinaires par urgenturie sont extrêmement compliquées à traiter et sont très délétères pour la qualité de vie de nos patientes. Donc, merci beaucoup, Dr François Kermieux, pour la qualité de votre présentation. En fait, j'ai deux petites questions, si vous voulez bien. Ma première question, pour la gestion de ces patientes qui ont des douleurs pelviennes après la mise en place surtout d'une bandelette transobturatrice. Mais c'est surtout les douleurs, des douleurs vers la région obturatrice, on peut dire. C'est de pression lorsqu'on va régler le problème d'incontinence. Après, ils vont venir, docteur, j'ai toujours mal ici, ici, ici. Donc, dans cette situation, qu'est-ce que vous pouvez préconiser ou conseiller? La deuxième situation, un petit peu, je voulais savoir un petit peu l'avenir de ces bandelettes actuellement. Vu qu'on est actuellement en train d'arrêter la mise en place des prothèses par voie basse pour la cure des prolapsus, qu'en est-il maintenant de ces bandelettes usurétrales? Voilà, ça c'est ma deuxième question. Merci. Alors, sur les douleurs, les douleurs obturatrices après mise en place de bandelettes sous-urétrales transobturatrices, c'est quelque chose qui est une réalité. À tel point que certains pays ne veulent plus que les bandelettes transobturatrices soient posées. Je parle par exemple à la Grande-Bretagne, où dans les recommandations du NICE, la voie rétropubienne apparaît, mais la voie transobturatrice est abandonnée. Elles sont extrêmement difficiles à prendre en charge. Avant de prendre une décision, on peut faire une infiltration du point douloureux pour voir si ça a une incidence sur cette douleur. Et si ça a une incidence, on peut être amené à retirer la bandelette en sachant que la voie transobturatrice, ce n'est pas facile. C'est très, très compliqué de retirer la bandelette en totalité, en particulier dans la cuisse, en particulier dans le muscle. Je crois que ce qui est important, c'est d'absolument éviter la voie transobturatrice chez certaines patientes où on sait qu'il y a un risque de douleur plus fréquent. C'est par exemple les patientes fibromyalgiques. Là, surtout pas aller mettre une voie transobturatrice à ces patientes. C'est également les patientes très sportives. La sportive, c'est un risque d'utiliser une voie transobturatrice. On va préférer une voie rétropubienne qui, en plus, est probablement plus efficace sur le plan de la continence urinaire. Concernant l'évolution dans le futur des bandelettes sous-urétrales, alors vous savez qu'il y a eu un moment de folie là avec les prothèses de renfort vaginal pour prolapsus, à la suite d'un certain nombre d'ennuis qui ont été décrits, beaucoup dans la presse. Il y a des procès médiatiques incroyables. Une femme qui a récupéré 15 millions de dollars d'indemnisation après mise en place d'une prothèse vaginale. Et à la suite de ça, il y a eu un moment de folie et une comparaison absolument incroyable entre bandelettes sous-urétrales et prothèses de renfort par voie vaginale, qui sont vraiment des pathologies très différentes. Donc, à la suite de ça, en tout cas en France, on a réussi, et Xavier Gamay a participé aussi à cela, à faire comprendre aux tutelles
que ces bandelettes sous-urétrales sont aujourd'hui le traitement de référence de l'incontinence urinaire d'effort féminine. Et certes, il peut y avoir des ennuis, mais comme avec toute technique chirurgicale, mais si on supprime ces bandelettes sous-urétrales, on va revenir à une situation qui est très mauvaise, qui est soit de garder les fuites et de mettre des couches, soit de revenir à des vieilles opérations, les plus anciens ici connaissent, comme le Birch, qui est une intervention d'abord que les jeunes ne savent plus faire et qui conduit aussi à des ennuis. J'entends trouble de vidange vésicale à 10 ans, qui n'a pas repris des patientes parce qu'elle ne vide plus la vessie 10 ans plus tard. Et puis, quand vous tirez en avant, vous ouvrez en arrière. Donc, il y a des taux de 25% de rectocèle induites par le Birch. Donc, je crois qu'on a réussi à avoir la raison sur les bandelettes sous-urétrales que l'on va conserver. La tendance aujourd'hui est plutôt d'augmenter le pourcentage de bandelettes rétropubiennes pour un certain nombre de raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Pour les modes de promontofixation. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. On met pour la promontofixation, est-ce qu'il y a une discussion? Oui, il y a une discussion sur la promontofixation. Fort heureusement, elles ne vont pas être interdites, comme les bandelettes par voie vaginale. Ça va tomber en France au mois de septembre. Par contre, il va y avoir un arrêté pour contrôler la pose de bandelettes sous-urétrales. Dans cet arrêté, il y aura différents éléments: informer la patiente, lui donner un document de traçabilité, passer tous les dossiers en réunion de concertation pluridisciplinaire et demander que les praticiens soient formés en ayant fait au moins 15 procédures avant de se lancer. Voilà ce qui va se passer en France. Je vous donne en avant-première, c'est des informations que j'ai eues hier sur cette évolution. Même Xavier ne le sait pas. Pardon. Non, effectivement, je ne suis pas aussi bien informé que toi. Je ne suis pas aussi proche du ministère que toi. En fait, mais simplement, non, je croyais que pour les RCP, pour la promontofixation, ça serait que pour les formes compliquées, récidivées, etc. Et pas pour toutes les femmes, comme c'est imposé aujourd'hui sur les bandelettes. Alors, est-ce qu'il y aura la différence ou est-ce que ça sera comme pour les bandelettes? Je crains que ça soit pour toutes les promontofixations. Comme pour les bandelettes, d'ailleurs. Bandelettes sous-urétrales, c'est toutes les bandelettes. C'est pas... Et je pense que pour les promontos, ça va être pareil. C'est pour ça que je pensais qu'il y allait avoir une différence pour les promontos. Enfin, manifestement. Le document n'est pas encore écrit, il est en cours de rédaction à la Direction générale de la santé. Donc, il y a encore moyen de faire pression. Mais ça m'étonnerait, compte tenu des discussions que j'ai eues hier avec la Haute Autorité de Santé, qu'ils ouvrent comme cela. Bonjour, docteur Herbieux. Merci pour la qualité de votre présentation. Alors, j'ai deux petites questions. Donc, la première, je voudrais bien savoir quel serait votre conduite à tenir devant une incontinence urinaire mixte, donc qui récidive après une mise en place de bandelettes sous-urétrales. Donc, est-ce qu'on va plus traiter le côté urgenturie, démarrer peut-être un traitement anticholinergique, ou bien plus le côté incontinence d'effort? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation? Ma deuxième question concerne justement pour éviter de tomber dans cette situation de récidive après mise en place de bandelettes. Est-ce que dans votre pratique quotidienne, vous proposez des mesures spécifiques à vos patientes avant de les opérer? Par exemple, est-ce que vous avez un IMC cible qu'il faut atteindre avant de l'opérer, ou bien est-ce que vous prescrivez systématiquement je vous arrête une seconde parce que je vous arrête une seconde. J'ai bien entendu la première question, mais le son est très mauvais et je n'ai pas entendu la deuxième. Donc, ma deuxième question était concernant les mesures que vous proposez à vos patients pour éviter donc cette situation de récidive, c'est-à-dire avant de les opérer, de mettre en place une bandette. Est-ce que vous avez des mesures spécifiques que vous proposez à vos patients? Par exemple, est-ce que vous avez un IMC cible que vous visez avant de les opérer, ou bien est-ce que vous proposez une oestrogénothérapie locale pour mieux préparer le terrain à la mise en place de bandelettes, ou bien il n'y a pas de mesures spécifiques? Merci. Alors, sur l'incontinence urinaire mixte, je reprends un grand classique. On traite d'abord la composante prédominante, c'est-à-dire que si vous avez
une composante urgente urique au premier plan, vous allez commencer par traiter cela. Si c'est une composante d'effort, vous allez d'abord traiter la composante d'effort. Dans cette situation, je pense qu'il est toujours prudent de commencer par une prise en charge non chirurgicale, de la rééducation et le traitement spécifique effectivement de la composante urgente, avant d'envisager ensuite des traitements plus invasifs. Mais en fait, tout ça est assez compliqué parce que si vous interrogez bien les patientes qui ont vraiment une incontinence urinaire d'effort pur, ce n'est pas si fréquent que cela, elles ont toujours une petite composante urgente. Alors, est-ce que c'est de la polylacurie de précaution? Est-ce que c'est un peu du mécanisme de funneling? Et on sait très bien que quand vous allez corriger la composante d'effort, pour bon nombre de patientes, vous allez faire disparaître également la composante urgente. Donc, le principe, on traite d'abord le symptôme prédominant. Alors, votre deuxième question concerne les mesures à avoir préalablement à la chirurgie. Eh bien, oui, c'est d'abord la rééducation. Si vous opérez une patiente sans faire de la rééducation et que vous avez eu un ennui, je peux vous dire que ça va mal se passer, que vous allez devoir sortir les dirhams pour aller indemniser votre patiente. Concernant l'œstrogénothérapie locale, alors c'est vrai qu'on peut penser que mettre des œstrogènes localement vont permettre de travailler sur des tissus de meilleure qualité. Il y a un papier qui a essayé d'étudier cela, et qu'on fasse une préparation du vagin avec des œstrogènes ou qu'on n'en fasse pas, les résultats sont les mêmes en termes de bandelettes sous-urétrales. Donc théorique, mais pas pratique. François, si tu es amené à poser une deuxième bandelette, tu fais un TVT ou un TOT? Alors, en général, je fais un TVT. Alors, surtout, on n'enlève pas la bandelette d'avant. Surtout, on n'enlève pas la bandelette d'avant. D'ailleurs, assez curieusement, souvent, on ne la voit pas. On ne la trouve pas. D'ailleurs, on ne la cherche pas. Et nous allons nous accorder une petite pause, 10 minutes. 10 minutes. Parce que le Canada, et le Canada aussi.